Salut YouTube. Aujourd'hui, nouveau Cézanne ouvre-toi. Donc le principe c'est simple, c'est de la découverte, redécouverte, initiation en histoire de l'art sur une artiste, un courant célèbre. Et l'idée est un petit peu de revoir un peu ensemble comment cet artiste a évolué, qui est cet artiste. Et le but, si vous vous souvenez bien, avant l'émission, on a toujours un vote sur Twitter. Donc un artiste, donc toujours un homme, une femme, un courant. Le public vote, il choisit. Hop, on fait ensemble l'émission. Et à la fin de l'émission, on fait le TikTok en référence à ce qui a été dit pendant la session. Et donc avec évidemment tournage du TikTok en direct. Je ne peux que vous inviter évidemment à suivre mon TikTok. Et aujourd'hui, en fait, c'est Camille Claudel qui a remporté, on va dire, les voix, enfin le sondage. C'est Camille Claudel donc, qui remporte avec un bon pourcentage de ce que j'ai vu sur Twitter. Attendez, je vérifie. Oui, Madji, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vérifie, je vous dis ça de suite. Et je trouvais ça chouette de me dire, bah tiens, un bon engouement, un bel engouement pour Camille Claudel. Attends, Attends. Alors, 54%, voilà, 54% du public. Ah, mais non, mais pas ça, mais oh, mais qu'il est bait ce truc. Attends, je reviens, attendez, ça va bien se passer. N'oubliez pas, je suis une professionnelle. Ah, attends, c'est là. Voilà. Voilà, donc Camille Claudel. Donc on avait proposé Vincent Van Gogh, Léna Bi et Camille Claudel. Et donc ce sera Camille Claudel avec combien de... Oh, 13 autres, pas trop mal. Ok. Et Camille Claudel, donc de nouveau, je prends un extrait des artistes connus parce que ça fait partie du principe de l'émission qui est vraiment de l'initiation avec de la découverte ou redécouverte d'artistes connus. Parce que y a plein d'artistes évidemment qui mériteraient en tout cas d'être plus connus, mais là l'idée c'est vraiment de partir sur une sorte de une culture générale qui pourrait être utile, ou tout simplement pour le plaisir. Non bon. Du Q. Donc Camille Claudel, l'idée c'est un petit peu déjà de regarder qu'est-ce qu'on a de beau déjà sur elle dans Wikipédia, puis on va aussi regarder, je pense qu'il faut qu'on... Je me dis que ce qui peut être pas mal de regarder, c'est le musée, parce que maintenant il y a un musée, je crois, qui est dédié... Par contre, je ne sais plus où il est. Et je me demande si... Enfin, la honte, je me demande si... Non, je l'ai pas fait, ce musée-là. Alors, Camille Claudel. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu te fais un petit crocal. Donc, Camille Claudel, elle est née en 1864 et est décédée en 1943. Ah, déjà, je savais pas qu'elle était aussi peintre. Ça, j'avoue, je savais pas. Enfin, je la connais surtout en tant que sculptrice et non en tant que peintre. Un gros calepin. Attendez, je sors mes petites notes, enfin mon calepin pour prendre des notes. Et n'oubliez pas, s'il y a des choses que vous connaissez de Camille Claudel et tout, vous me dites. Salut ton maker, comment tu vas? Oh, ce dimanche matin. Alors, donc elle est née, attends, 1800... Hein, bah, 1864, 1943. Château Thierry, ma poule. Pourquoi elle est née là? Attends. Attends, Gigi, qu'est-ce que tu... Gigi, tu veux faire ton petit ronron, tu vas sur ton nana. Attendez, parce que là, je pense qu'elle veut faire son petit étouille. Mais bon, hop, j'arrive. Viens là, toi. Allez. Tu veux du nana? Oh, regarde ton nana, faut téter. C'est bien ça. Oh là là. Voilà. Et j'ai plein de poils de chat, plein de baves de chat, c'est parfait. Voilà, donc nous sommes plus tranquilles. Nous avons un chaton qui fait son tétouillis de nana. Elle est marrante quand elle fait ça. Pas loin? Ah ouais? Pas loin de Château-Thierry? Faire en terre de noix, c'est ça? Tu dis c'est pas loin de Château? Ah, le musée? Non? Le musée, c'est ça? Non, on parlait pas du tout de la même chose.
Attends, je note aussi que... Attends, elle a été sculptrice et peintre. La naissance. Alors, faire en Tardenois, j'avoue, je connais pas. Attends. Ah, effectivement, bien wesh. Bien wesh, à côté de Château-Thierry. Tout à fait. Ah oui, tu disais ça par rapport à l'aine. D'accord, ok. Ok. D'accord, d'accord. Oui, mais voilà, parce que moi, l'aine, oui, c'est vrai que t'as Château-Thierry, t'as Soissons aussi. Ouais, tout à ok. Son art de la sculpture est à la fois réaliste et expressionniste, s'apparente. Attends. Son art de la sculpture, à la fois réaliste et expressionniste, s'apparente à l'art nouveau par son utilisation savante des courbes et des méandres. Ah ouais, je l'aurais pas mis là-dedans, tu vois. Parce que, effectivement, moi, de ce dont je me souviens de l'art de Camille Claudel, c'est un art tout en volupté, effectivement, en courbe, mais parce qu'en fait, c'est qu'elle a une manière de sculpter les corps qui bah, très ouais, voluptueux, sensuel, mais j'aurais pas mis ça dans l'art nouveau, tu vois, j'aurais pu, à la rigueur, j'aurais plus mis ça dans le symbolisme, tu vois, à la rigueur. Enfin, réalisme et symbolisme dans le côté un peu onirique des choses, enfin, ça fait toujours penser un peu à un rêve, hein, ces sculptures. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ça se trouve, je me plante complètement, mais je sais pas, moi, ça me fait penser à... Ça me fait penser à ça en général. Bon, écoute. Collaboratrice du sculpteur Auguste Rodin, sœur du poète, écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météorique. Quoi? C'est quoi une carrière météorique? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Attends, faut que je le note. Une carrière météorique. C'est-à-dire que... Attends, attends, faut qu'on réfléchisse à ça. Attends, météorique. Je veux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, public? Pour moi, c'est-à-dire qu'elle est un météore qui défonce tout. Mais... Ah, ou météorique dans le sens éphémère. Voilà, par rapport à la suite, garde. Brisé par un internement psychiatrique forcé et une mort quasi anonyme. Parsemé. Bah, je pense que c'est pas ce côté... tu vois, enfin... Parce qu'une météorique, c'est éphémère, tu vois, ça passe et ça se barre. Tu vois, je pense que c'est pas ça le truc. Parce qu'effectivement, Camille Claudel... Wow. Enfin, ce qu'elle fait, c'est... Et du coup, elle a donc internement psychiatrique forcé. Oh là là. Parce qu'effectivement, Camille Claudel, alors, t'as deux à trois clichés sur elle. Après, je trouve c'est intéressant de parler des clichés pour justement, parce qu'il y en a qui disent non, faut pas parler des clichés parce que sinon tu te mets de côté la réalité. Ouais, mais il faut comprendre les clichés. Enfin, pour moi, je trouve que c'est toujours important de voir d'où viennent ces clichés, pourquoi, et comment justement, en les prenant en compte, on va un petit peu lutter contre ça. Bah, Camille Claudel, déjà, premier cliché, moi je me rappelle, en gros, limite un, la folle. Ça, tu vois, il y avait toujours ce côté. Quand je me rappelle, j'ai fait mes études, hein, c'était ça les clichés autour d'elle. Une folle. En gros, inexistante sans Rodin. C'est-à-dire que. euh, non, pas enfin, plutôt dans le sens la maîtresse de Rodin. Tu vois, c'était plus dans ce sens-là. Il y a je sais pas si on aura un troisième. Enfin, d'autres clichés d'elle. Mais ouais, moi, c'était surtout ça, c'est le fait, ok, c'est bon. Ah, peut-être le côté modèle, tu vois, parce qu'effectivement, elle a été modèle, mais limite, je pense qu'il y en a, à un moment donné, il n'y avait pas eu le cliché du, bah ouais, en gros, sculptrice, ouais, tu parles, non, elle était modèle. Mais je crois que c'était surtout ça, les principaux clichés sur elle, c'était le fait que c'était la maîtresse de Rodin et elle a été traitée de folle, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça le truc. Alors, elle est la fille de Louis Prosper Claudel, fille du médecin. Ah putain, j'ai vu fille du médecin et j'avais oublié le mot nièce. Donc fille du médecin et du prêtre du village. Quoi? Non, c'est compliqué, ça devient compliqué. Alors, le couple s'installe, Villeneuve, gna gna gna, le presbytère. Il fait ses alors, où est-ce qu'elle commence? Alors, elle s'ensuite Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Ah oui, il y a un musée dans l'Aube. Non, bon, d'accord.
fait ses premiers pas d'artiste, si bien que son travail attire l'attention d'Alfred Boucher, jeune sculpteur originaire des alentours, de nos gens sur scène et vivant à Paris, qui lui reconnaît des dons exceptionnels. Qui est Alfred Boucher? C'est lui. Alfred Boucher. Il jouit de son vivant d'une grande reconnaissance et obtint de nombreuses commandes publiques. Donc c'était prof de Camille Claudel et le fondateur de la cité d'artistes La Ruche à Paris. Ah, c'est marrant ça. D'accord, donc lui, tu vois, c'est exactement le genre. Ah bah, ah mais grave, ça ressemble. Attends. Ah mais non mais complètement, hein. Moi là je vois du Camille Claudel. Hein. Tu vois, ce côté très sensuel, tu vois, dans le traitement de la figure, bon là en l'occurrence féminine. Et bon par contre, on est un petit peu hein, dans du l'homme viril et la femme très jolie. Enfin tu vois, ça fait un peu ça, ça fait un peu cliché ça. Mais bon, c'est comme très joli. Hein. Rendons à Monsieur Boucher ce qui est à Monsieur Boucher, c'est-à-dire que c'est très joli. Ah, c'est marrant ça. Au but, c'était pour une partie de foot, mais une partie de foot grecque, parce il joue à Walpé. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre de. Ah, voilà, d'autres. Ah, ça me dit quelque chose cette œuvre-là. Ouais, peut-être pas. Parce que Pau, non, non. Moi, je l'ai peut-être déjà vu en cours, mais bon. Non, non, c'est un vague souvenir. Il joue à la pétanque. Ah, mais grave, t'as trouvé le truc. Mais t'as raison, en vrai. Par contre, ils jouent tous en même temps. Et là, ils sont en train de sauter sur la partie pétanque, limite. Hein. Tout à fait, tout. Ouais, ouais, carrément. Et bonjour, by the way, le bouchon, comment tu vas? D'accord, donc, ok, ouais, je vois clairement là la référence. Enfin, Camille Claudet, c'est clair qu'elle relève vachement de son. Enfin, tu sens, enfin, tu verras après, mais la enfin, je vois tout de suite l'influence, tu vois. Et. Attends, qu'est-ce que. Hop, attends. Voilà. Hop là. Mais carrément, carrément. Parce que du coup, donc son prof là, son premier prof, Alfred Boucher, c'est quand même quelqu'un qui était connu de son temps. Donc tu sais, moi aujourd'hui, enfin voilà, c'est pour ça que ça fait partie des gens inconnus au bataillon à l'heure actuelle. Mais en son temps, c'était une star, Alfred Boucher. Et de ce que j'ai vu vite fait dans la bio là, c'est qu'il était, il a eu un prix, enfin il a eu plusieurs prix, enfin il était connu de son vivant et donc enfin il avait beaucoup de commandes. Alors que Camille Claudel, de ce que je vois, c'est que, enfin, c'est vraiment c'est un art qui, enfin, tu sens son influence à Alfred Boucher hein, sur Camille Claudel. Mais du coup, je sais plus si, d'un point de vue reconnaissance, Camille Claudel, je sais plus. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'on va retrouver, on va regarder ça un petit peu. Ok, petit café. Attends, j'ai même pas vu que DJ était revenu là. Il a fait sa toilette là. Bref. Alors, Camille Claudel est passionnée par la sculpture et commence très jeune à travailler la glaze. Appuyée constamment par son père qui prend conseil auprès d'Alfred Boucher, Camille Claudel doit affronter la très forte opposition de sa mère qui aura toujours une violente aversion pour cet art qui passionne sa fille aînée. Ah, c'est marrant parce que habituellement, euh, c'est la mère le soutien des artistes. Le père, c'est toujours celui qu'il faut convaincre parce que lui, il a. Enfin, des exemples que je connais, tu vois, genre. Bah, Manet, notamment. Même celui qu'on a vu, la Cézanne, la dernière fois, tu vois, le père a toujours cette ambition que l'enfant fasse une carrière solide, quoi. Une carrière qui rapportera. Et là, du coup, c'est marrant parce que c'est le contraire. Et là, le père a encouragé sa fille et c'est la mère qui va essayer de décourager sa fille. C'est fou. Enfin, c'est chiant, mais bon. Alors, les Claudets, ils habitent à Voici. Elle persuade sa famille
d'emménager à Paris, notamment pour pratiquer son art. Ah. Donc elle a d'abord suivi des cours à l'Académie Colarossi. Ah, je la connaissais pas. Attends. Alors, l'Académie Colarossi, appelée à tort Académie de la... Ah, d'accord. Ok, non, mais oui, je la connais, ok. Parce que on l'appelait l'Académie de la Grande Chaumière. Et moi, je l'ai connue comme ça. Est une école d'art parisienne, oui. Par sculpteur italien Filippo Colarossi. D'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle, ouais. Elle fait dans les années 30. Ok. Ah, d'accord. Ah, et c'est marrant parce que ça fait un petit peu le lien par rapport à Cézanne, ce qu'on disait la dernière fois, parce que Cézanne, il a été à l'Académie suisse. Je ne sais pas si on pourrait faire un petit récap. L'Académie suisse, donc c'est un artiste qui s'appelle Charles Suisse qui l'a fondé. Et le but, c'était de, moyennant une petite somme tous les mois, une sorte d'abonnement, l'idée c'était que les artistes puissent venir faire un peu ce qu'ils veulent parce que, en gros, l'idée c'était d'avoir un enseignement libre et surtout d'avoir accès à un modèle vivant. Oui, parce que oui, il vaut mieux dire vivant. Coucou Basic Vegeta, comment tu vas? Et donc tu payais voilà, une petite somme tous les mois et tu pouvais avoir accès à l'école, enfin dans l'atelier, dans cette académie, et tu faisais selon le modèle qui était là et ça, niveau finance, c'était franchement hyper intéressant pour eux parce que ça coûte très cher les modèles. Et donc Colarossi, qui est un sculpteur italien, va racheter l'académie suisse. Ok, donc c'est une gna. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, tout comme l'Académie Julian, donc c'est une autre, l'Académie Colarossi est mixte et autorise les étudiantes à peindre d'après des modèles masculins nus. Ah, c'est trop bien ça! Parce qu'effectivement, tu as certaines. Enfin, ce qui est très chiant quand tu es une femme, notamment au 19e siècle, c'est que tu n'as pas beaucoup d'accès à l'enseignement officiel. Par exemple, tout ce qui est Académie des Beaux-Arts, je crois qu'il faut attendre. Genre, si c'est pas 1930, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, il faut attendre un petit peu avant que les femmes puissent être autorisées à faire partie de l'école des Beaux-Arts. Tout comme aussi les étrangers. Les étrangers n'ont pas le droit forcément de candidater. Donc, c'est pour ça que, comme l'école des Beaux-Arts, elle est réservée qu'aux Français mâles, enfin aux mecs en fait, voilà, aux Français, pas aux Françaises. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir d'autres lieux où les étrangers et les personnes qui sont pas trop fans de ce qui se passe à l'école et en plus les femmes puissent apprendre l'art en fait concrètement. Et voilà, donc l'Académie Julian et l'Académie Colarossi, elle était mixte, donc ça veut dire que il n'y avait pas de souci parce que pourquoi on interdisait aussi les femmes, c'est parce que tu avais des messieurs tout nus qui posaient et ça gênait. Donc bon, pour la préservation des bonnes mœurs, voilà. On ne voulait pas que les femmes s'inscrivent dans certains cours. Voilà. Mais là, c'était mixte, donc c'est bon. Et donc, c'est pour ça que Camille Claudel a pu y aller. Alors, l'établissement attire nombre d'élèves étrangers, notamment américains, scandinaves et canadiens. En 1907, l'Académie nomme sa première femme professeure, l'artiste néo-zélandaise Frances Hodgkins, confirmant ainsi son esprit progressiste. Tu m'étonnes, en 1907, une prof femme, bon. Oh, là on a du potin là. Du potin, mais trop dommage pour les archives. Comme Monsieur Colarossi était pas très fidèle, et ben Madame Colarossi, elle a brûlé toutes les archives. Dommage pour les historiens de l'art. Enfin, très bien, un peu de jardinage et toi. Oh, bah moi ça va. Une nuit pas trop agitée, de garde, donc ça allait, ça va. J'ai pu dormir. J'ai pu dormir plus de 3 heures, c'est trop bien. Et du coup, hop, petite photo. Ouais, effectivement.
Ça fait du bien de voir ce genre de cours où tu as... Bon là on est ouais, début 20e. Ah mais non mais... Oh, on s'en fout de la drapeau de l'Allemagne. D'accord, on n'a pas d'autres... Ok. Hop. Donc elle a travaillé... Enfin, elle a suivi des cours dans cet atelier dans les années 1880. En 1882, elle ouvre un atelier au... bon, l'adresse s'en fout un peu. Enfin, pour le live, bon. C'est une information importante, mais bon. Où d'autres sculptrices viennent la rejoindre, la plupart anglaises, dont Jessie Lipscomb, avec qui elle se lie d'une profonde amitié. Une photographie de William Elborn, Marie Jessie, prise en 1887, les montre travaillant ensemble dans leur atelier. Cette photo-là. Ah, elle est chouette comme photo. Hein. C'est une chouette photo, j'aime bien. On la prendra pour le TikTok. Hein. Elle est chouette celle-là. Alors du coup, attends, dans mes petites notes, il faut mettre qu'elle a ouvert... Attends. Suivi les... Attends, suivi les cours... Enfin, c'est pas des cours, c'est... Ouais, si, bon. Elle a fréquenté. Fréquentation de l'atelier mixte. Académie Colarossi. Académie Colarossi ouvre son atelier en 1887, c'est ça? Ouais, en 1800, attends. Non, 1882. Fréquenté par plusieurs artistes. Donc aussi peut-être femmes parce que ouais, celle-là d'être féminine, surtout des femmes. Femmes. Ok. Ah, et en même temps, c'est là où en gros le sculpteur Alfred Boucher, ok. Alors prof Alfred Boucher. Et là l'info importante par rapport à Alfred Boucher, c'est qu'il était connu en son temps. Hein. C'est surtout enfin connu à l'époque. Enfin, il était primé quoi. Primé, enfin récompensé. Alors, oui voilà, lauréat du prix du salon, il doit partir pour Rome. Oh le pauvre, et s'installe à Villa Médicis. Ah, ah oui d'accord. Il n'a jamais gagné le prix de Rome. C'est seulement à l'aide de la fortune amassée grâce aux commandes de l'État qu'il peut entreprendre ce voyage. Ah bah voilà. Ok, du coup il se barre. Et du coup il demande à Auguste Rodin de le remplacer pour le cours de sculpture. D'accord. Connu à l'époque. Mais il se barre. Mais il se barre et c'est un Rodin qui le remplace. Après, je regarderai sur le site d'un musée à voir un petit peu la différence. Il a intègre l'année suivante l'atelier parisien du maître au dépôt des marbres de l'État. En 1888, elle reçoit une mention honorable au sein des artistes français, puis une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900. Ah oui, quand même, elle avait des prix. Hein. Dans les années Rodin. Ok, donc elle intègre son groupe de praticiens. Elle participe à plusieurs œuvres, comme le groupe des bourgeois de Calais. Ok. Très vite, la connivence puis la complicité artistique s'installe. Est-ce que tu crois que complicité artistique, c'est un... Non, je dis pas. J'allais dire une grosse fierté. Camille Claudel, par son génie, l'originalité de son talent et sa farouche volonté, devient indispensable à Rodin, tel qu'il dit lui-même. Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire. Je la consulte en toutes choses. Alors, Camille Claudel exerce une certaine influence sur son maître et inspira l'éternelle idole, le baiser, sculpture à laquelle ils travaillèrent ensemble, et à la porte de l'enfer. D'accord, elle a été une des collaboratrices.
Ils vivent leur passion amoureuse durant une dizaine d'années, mais Rodin, à leur rencontre, vit depuis plus de 2 décennies avec sa compagne, son ancien modèle Rose Beuret. Quoi? Attends. Mérodin, à leur rencontre, vit depuis plus de 2... Donc ça fait 20 ans qu'il vit avec Rose Beuret. Oh, attends, mais c'est le bordel là. Attends, il est marié avec Rose. Euh, Rose avec qui il a commencé à fréquenter l'année de naissance de Camille Claudet. Donc c'est pour dire, regarde, ils ont 20 ans d'écart. Mais ok, on le sait. Qui ne voudra jamais quitter, qui épousera à 76 ans. Ah ouais, c'est un peu tard le mariage, hein. Oh. Ouais. Rodin prend alors pour maîtresse son élève et sculpteur Sophie Postolska. Mais quel rapport? Je comprends pas. Enfin, on s'en fout. Enfin, Bon, en gros, c'est le bordel. C'est le bordel, ça va à tout va, voilà, ça fricote à tout va. Donc il a fait plein de portraits d'elle, d'accord. Ah, je sais pas qu'Henrik Ibsen avait fait Quand nous réveillerons d'entre les morts, pièce de théâtre, gna gna gna. D'accord. Camille Claudel a souvent envisagé le mariage avec Rodin, mais ce dernier disait non. Oh, ça peut être bon, ça. C'est non. Préférant toujours Rose Beuret, qui va d'ailleurs choisir par la suite, délaissant Camille Claudel. Ah, c'est moche. Alors, relation amoureuse, mais Rodin marié. Enfin, non, pas marié, mais. Rodin. Je vais pas dire fidèle à sa compagne, c'est pas le cas. A déjà une compagne qu'il épousera à la fin de sa vie, voilà. Il faut faire un truc avec ça. Lui propose de se marier. Et il dit non. Et il répond non. Voilà. C'est quoi, c'est du coup la ref là? Parce que c'est trop drôle la ref comme ça. Camille Claudel, un amour impossible. D'accord. Portrait de Camille Claudel par Rodin et Boucher. Camille Claudel a-t-elle l'élève, l'assistante, la maîtresse et la muse de Auguste Rodin. D'accord. On retrouve son visage dans différentes sculptures. Ok. Gna 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 gna. D'accord. Ok. Ok. Par contre, je suis épatée. Hein. Elle sculpte toujours en robe. Hein. Je suis épatée. Ça doit être... C'est marrant parce que ça fait... Elle est chelou la photo, non? C'est pas une photo, ça? Enfin... Tu trouves pas qu'elle est bizarre, la photo? Je trouve que niveau proportion, c'est un peu bizarre. Enfin bon, bref. Donc elle fait la jeune fille à la gerbe. Est-ce que ça peut faire une blague? Non, la gerbe, la fleur. C'est une blague tentante quand même. Parce qu'elle porte une gerbe de blé. J'hésite. Alors, elle a été déclarée trésor national. On a ça, nous, en France? Trésor national? Non. Alors, un trésor national est en France un bien culturel présentant un intérêt majeur pour le patrimoine français du point de vue de l'art, de l'histoire et de l'archéologie. Mais qui décide ce qu'est un trésor national? Attends, c'est quoi? Attends, j'avoue.
Alors, officiellement désigné ainsi lorsque ce bien fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation qui empêche temporairement sa sortie du territoire national. La première loi qui contrôle l'exportation des biens culturels est celle du 31 août 1920. Cette loi est abrogée l'année suivante car impopulaire pour les marchands d'art. Tu m'étonnes. La loi du 23 juin 1941 reprend le dispositif avec un droit d'expropriation de l'État. Cette loi est à la base de la jurisprudence sur la circulation des biens culturels. D'accord. Critères, oui. Collection des musées, les archives publiques, les monuments historiques. Ouais, mais du coup, attends. D'accord. Expé- Ah, d'accord, c'est implicite. Attends, non, c'est explicite. C'est implicite ou pas, du coup? Alors, attends. Ah, mais par exemple, voilà, j'imagine la Joconde, c'est un trésor national, elle peut pas bouger. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, André Breton, Gustave Caillebotte. D'accord. D'accord, donc là, on a toute une liste de trésors nationaux. Bleh. Ok. Ah oui, d'accord. Enfin. Bon, ok. Oh, putain, il y a quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus. La notion française du trésor national. Incroyable. Attends, peut-être que lui va nous mettre une définition. On peut regarder en ligne vite fait, monsieur? Oui. Merci à toi qui a fait ta thèse dessus. Est-ce que tu as une petite intro vite fait? Ah, voilà. Un petit résumé. Donc, la particularité de la notion de trésor national repose sur la multiplicité des conceptions retenues. Au départ, envisagée comme un outil de préservation d'un patrimoine culturel ou religieux emblématique d'une nation, au Japon notamment, elle fut surtout, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une notion de droit économique permettant l'exclusion de l'application des conventions organisant l'internationalisation des échanges marchands. Donc en fait, ce qui disait plutôt le fait de sortir une œuvre pour la faire balader d'un pays à un autre. Alors, la France subira une seconde fois les effets de la notion de trésor national dans la mesure où elle figure également dans le droit communautaire, dans les dispositions même du traité de Rome, ce qui la placera au cœur du droit positif national en tant qu'instrument de motivation des décisions de maintien, d'interdiction de... Atchou. Ok, qualification de trésor national constitue ainsi une véritable limite à l'immixtion du droit communautaire dans les politiques nationales. Immixtion, je connaissais même pas ce mot. Immixtion. C'est quoi une immixtion? Attends. Immixtion, c'est quoi? Monsieur, c'est quoi? Action de s'immiscer. Ah, c'est quand tu t'immisces dans quelqu'un. Ou dans quelque chose. Peu importe, fais ce que tu veux. Ou le quelque chose peut... Non, bref. Euh, Alors, les biens appartenant... Alors, ont alors été qualifiés de trésors nationaux par la loi 92-1477. Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, c'est bien classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, mais aussi ceux présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. Ok, bah en fait oui, c'est implicite en fait, c'est tous les biens qu'il y a... D'accord, bah voilà. En gros, c'est ça, hein. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, nous savons maintenant. Nous savons. Hum, euh, alors. Donc, je pense qu'il faudra faire un trait d'humour dégueulasse sur la jeune fille à la gerbe. Genre. Bleh. C'est TikTok et en même temps. Voilà, moi j'y peux rien. Je suis sûre que c'est le seul truc que vous allez retenir. C'est. Bleh. En 1886, en pleine passion avec Rodin, elle commence la sculpture d'un couple pétri de désir. Secoue-toi là. Non, Sakuntala. Tout de suite. Sur lequel elle travaille sans relâche durant 2 ans. Ça veut dire quoi, Sakuntala? Oui. Ah, c'est par rapport les retrouvailles de Shakuntala. C'est un drame écrit par le poète hindou Kalidasha.
Hmm. Selon ce drame indien, le roi Dushyanta et Shakuntala tombent amoureux. Le roi la demande en mariage, mais un sort lui fait perdre la mémoire et il ne la reconnaît plus. Oh, ça c'est une belle. Ça c'est. Je trouve pas que ça fait excuse de sac. Franchement, ça fait. Ah, je t'aime. Ouais, hop là, hop, hop, hop. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Eh, on se marie. Ah non, j'ai perdu la mémoire. On se rappelle. Hello en retard, je vais me mettre au fond sans faire de bruit raté. Et en plus, t'as raté mon incroyable jeu de mots dégueulasse. Donc bon, voilà, voilà. Camille Claudet choisit de représenter le moment où l'enchantement cesse, le roi reconnaît Shakuntala et les deux amants se retrouvent et s'étreignent. Inique. Bref. Ah, bah c'est ça ce qui était en train de sculpter tout à l'heure, d'accord. Donc on a l'étude. Ah, d'accord. Et après Euh, D'accord. En fait, le... après, elle va appeler cette œuvre Wertumne et Pomone. D'accord. Et donc là, on a l'étude. On voit bien, là, tu vois le travail avec les. C'est vrai que j'aime bien la terre parce que tu vois, tu vois bien le travail. Tu vois le travail des doigts. Enfin, tu modèles ton truc pour lui donner sa forme. Donc, tu fais d'abord un modèle réduit. Et après, tu fais le. Donc là, ça doit être du plâtre, non? Ça ressemble à du plâtre, ça. Ah non, c'est la terre cuite, pardon. Donc tu vas. Il y en a qui en général, bon, c'est quand même mieux de cuire, effectivement. Tout le monde ne cuit pas son modèle. Donc ça devient hyper fragile. Voilà. Je dis ça, je suis la première à l'avoir fait. Un truc, j'avais sculpté parce que je m'emmerdais. J'ai sculpté, je l'ai jamais cuit. Donc bon. Mais hier, ça sert à rien de le cuire parce qu'il est quasiment plein, je crois. Mm. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Là, on voit bien, effectivement, comme tu dis, là, tout ce qui est la musculature, là, on voit bien les muscles. Hein, c'est assez impressionnant. Mais c'est pour ça, enfin, c'est. Alors, c'est pas tant que. C'est pas forcément qu'une influence entre Rodin et Camille Claudet, c'est aussi que de toute manière, la sculpture a un attachement profond à la représentation de la musculature. Parce que concrètement, c'est le meilleur moyen de représenter les ombres, enfin, tu vois, de montrer vraiment le travail du modelage et surtout les effets des ombres qui vont vraiment donner un rendu assez intéressant sur une sculpture. Sauf quand ils veulent faire quelque chose de très lisse, notamment pour les corps féminins, ça ils aiment bien. Hein, voilà. Euh, mais pour la musculature, ils aiment bien ouais, faire ce travail de lumière. Ils aiment bien que ce soit finalement l'ombre et la lumière qui peignent, si on peut dire, la sculpture. Et donc là, c'est l'original en plâtre. Donc il est un peu plus grand forcément, parce qu'entre le modèle en terre cuite, après tu peux faire différents stades de taille, enfin différentes évolutions de taille. Puis après, tu auras le modèle à échelle 0, enfin ou 1, je sais plus comment on dit, mais en gros à l'échelle taille réelle. Et là, en marbre, parce que évidemment, le marbre, ça coûte très cher. Donc, faut être sûr de son coût, quoi. Faut que tu sois sûr que tu fasses ton. Puis après, voilà, c'est pareil, si tu fais du bronze, ça coûte cher également. Donc, tu as tout intérêt à faire attention, à avoir une idée vraiment bien. Enfin, en gros, tu sais ce que tu vas faire, quoi. Salut, Tanti Bart, comment tu vas? Alors, donc là, elle fait la sculpture en Shakuntala. Je ne referai pas la blague. D'un couple pétri de désir.
sur lequel elle travaille sans relâche dans le temps. Ok. Elle a eu un certain succès public. Elle obtient une mention honorable. D'accord. Hum, hum, Camille Claudel glisse de l'expressivité passionnée et exclusive du corps nu, propre à ce dernier, à une science des attitudes plus originales et maîtrisée qui relève de son génie personnel. Ça, excuse-moi, c'est des phrases. Pardon pour le. Mais. Franchement, qu'est-ce que. Enfin. Tu vois, enfin. Je trouve que c'est un peu complexe, quoi, pour. Parce que là, finalement, ce que tu disais un peu plus tôt, enfin, tu vois, enfin, finalement, la musculature, effectivement, on ressort, mais là, je trouve que la phrase, elle est un peu complexe, quoi, pour finalement. Bon, c'est personnel, hein. C'est ça, on peut rien reprendre sur le marbre. Un mauvais geste, c'est hop, c'est perdu. Ouais, non, ouais, carrément. Des drapés très Art Nouveau enveloppent de plus en plus les corps. Ils sont un peu à walper, mais. Ok. Ah, voilà, peut-être que la valse. Ah oui, mais celui-là, je pense que peut-être celui-là, tu l'as déjà vu. T'as peut-être cette. C'est vrai que cette œuvre-là, elle est très très jolie. Mais toi, c'est pareil, j'aurais pas forcément dit Art Nouveau. En vrai, il n'y a que ça comme. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, super. Débouchage, canalisation, ok, très bien. Dommage, on n'a pas plus de. Après, oui, si t'as une forme sinueuse qui fait penser à l'Art Nouveau, mais je sais pas, moi, pour moi, il y a tellement un côté onirique dans ce qu'elle fait que bon. Ouais. J'aurais plus mis dans une forme de symbolisme, mais bon, écoute, hein. Alors, elle explore une nouvelle voie, profondément originale, gna gna gna. Les causeuses, ok. Ah, c'est marrant ça, regarde. Quand même, là, on a une sorte de. Sabine va reprendre toutes les pages culture de Wikipédia. À 10 000 follow, je le fais. Euh, Non, mais tu vois, là, c'est marrant parce que tu vois ça, tu te dis. C'est comme si elle avait fait un modèle 3D d'une pièce, tu vois. Enfin. euh, En fait, ça fait penser au logiciel, voilà. Au logiciel type Maya, Blender, tout ça, quoi. Tu te dis, c'est marrant de se dire que. Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça. Enfin, ça, franchement, en sculpture, je pense pas avoir déjà vu. Ce côté tentative de te montrer une recomposition d'une pièce, mais pas complète. Enfin. C'est incroyable ce truc. En plus, c'est quoi ça? C'est de l'onyx? Ça ressemble à de l'onyx vert, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est de l'onyx. Et elle a fait aussi en bronze. Mais c'est hyper original, c'est clair. Ah, mais c'est marrant, hein. C'est rigolo, hein. Bon, par contre, il faudrait aussi m'expliquer pourquoi ils sont tous à poil. Trop compliqué de faire des vêtements. Non, mais par contre, ouais, vraiment, c'est. Wow, cette œuvre-là, je la trouve hyper originale en fait. Enfin, tu vois ça, je me serais pas dit, ouais, ça date du début du 20e. Adapter sa sculpture au supernaturel. Ouais. Ouais, mais elle a dû en plus le tailler un peu, hein. Tu sens que c'est un petit. Enfin, je me demande s'il n'y a pas eu un effet de polissage là, mais. Et puis non, regarde, t'as du bronze en bas. Ça se trouve, c'est même des éléments encastrés. Tu vois, je sais pas trop comment elle a fait. C'est impressionnant, hein. Tu vois là. Tu vois, t'as l'élément en bronze là. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte de ciment là. C'est pas une cascade avec des baigneuses. Ah! Ah! Attends, on va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors,
L'idée de sculpter ce groupe de femmes viendrait d'un trajet en train où elle aurait observé un groupe de femmes parlant entre elles. D'accord. Mais est-ce qu'on sait si effectivement... Oui, oui, parce que ça se tient ce que tu dis. Mais là, tu vois, là, ici, on voit pas le... On voit pas forcément... C'est... Ouais, c'est pas déconnant, mais... Ah, attends. On va regarder sur le site de la piscine. Alors... Trois personnages en écoutant un autre derrière un paravent. Et dont elle aurait eu l'idée après, voilà, observer des voyageurs discutant dans un train. Cette œuvre étrange ouvre la voie à la série des études d'après nature qui seront l'une des contributions fondamentales de l'artiste au renouveau de la sculpture dans les dernières années du 19e siècle. D'accord. Une apparition de vérité intime, poésie de la vieillesse et de l'ombre, une merveille de compréhension, de sentiments humains par les pauvres corps réunis. Il était rapproché le secret qui s'élabore. Et parlons de l'encoignure, le mystère du clair obscur créé autour de la parleuse et des écouteuses, une preuve qu'une force d'art est là, prête à créer des ensembles. Et en fait, non, c'est un paravent. Avec ou sans paravent en plate, marbre, bronze et surtout le fameux exemplaire en onyx et bronze conçu pour le collectionneur Johanny Pétel et aujourd'hui conservé au musée Rodin à Paris. Donc c'est une sorte de paravent en fait. Apparemment. Mais en tout cas, elle est impressionnante cette œuvre. Je la connaissais pas. Hum, hum, hum. Ah, tu m'étonnes. Tu vois, la valse, elle l'a offerte à Claude Debussy. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, bah ouais, la musique, compositeur et tout. Gna gna gna, monument Balzac, ouais. Alors, Rodin se détache peu à peu de Camille Claudel et s'assied à déchirer entre ses envies d'engagement avec Rodin et sa soif d'indépendance artistique. Le couple se sépare en 1892. Rodin décide de rester auprès de Rose Beuret. Ok. Ah, ils ont quand même. Ouais, ils sont restés 10 ans ensemble quand même. Ok. Hypothèse de maternité. Alors, selon les mémoires de Jessie Lipscomb, on découvre que Rodin et Camille auraient eu deux enfants non reconnus comme Auguste par Rodin et que Camille aurait subi plusieurs avortements. Euh, D'accord, donc il y a vraiment eu deux enfants. Yann Rictus, là aussi, voilà. Secrétaire de Rodin, qui a balancé l'info. Avortement clandestin. Oh la vache. L'année de la rupture. Avortement. Évoqué par Paul Claudel dans une lettre à Marie-Romain Roland. Qui aurait contribué à la détériorer sa santé mentale. Quoique l'hypothèse semble improbable à certains psychiatres. Ok. L'après Rodin. Mais c'est impressionnant, c'est plein de nervosité, tu vois. Je trouve ça vraiment fort. Il y a une tension qui est impressionnante et le mouvement aussi qui est très, très présent. Hop, on a un petit linge qui cache le sexe du monsieur. Euh, Ça, je suis sûre, c'est parce que c'est en fait c'est un monsieur âgé. La sculpture l'âge mûr, une sorte de double allégorie du temps et de la fin de leur passion. Elle représente un homme mûr qui abandonne la jeunesse implorante pour se tourner vers la vieillesse, voire la mort. Crâne. Oui, mais en même temps, ils avaient combien de différences? Attends, elle est née en 64 et lui, il est né quand? 40. Ouais, ils avaient 24 ans de différence. Wow. Oh là là. Ah, je te jure, grave, une.
C'est clair, ouais, ouais, c'est clair, on dirait une scène de rupture des... Ouais, ouais. Ouais. Non, puis en plus, la photo, elle est bien, elle est belle, elle met bien en valeur l'œuvre. Parce que tu vois, là, visuellement, toi, il y a un travail de composition que je trouve pas mal parce que bon, t'as cette diagonale qui est là. Et en fait, c'est aussi la manière dont a été prise la photo, hein, bien sûr. Mais tu vois, le truc qui te focalise à mort, enfin, qui attire vraiment ton attention, c'est vraiment ce. C'est même pas tant les mains, je trouve, c'est le vide. Tu vois, c'est cet espace-là. Tu sens comme une tension qui à la fois attire et sépare. Et tu vois, là, c'est ce vide-là qui est extrêmement puissant ici, mais qui est très très bien mis en avant par la photo. Enfin, la photo, là, je trouve qu'elle est très très bien faite parce que tu as un travail justement de vide et de plein. Donc là, tu as un plein avec les deux personnages là à gauche. Et là, tu as ce personnage qui semble un petit peu se distendre du fait de ça. En plus, elle est seule, tu vois. Il y a la solitude, de l'autre côté, il y a le couple voilà, qui part de l'autre sens. Et il y a ce vide là qui crée une forte tension. C'est assez impressionnant. Ne me quitte pas avec un fou. Mais grave. Oh, mais ça fait. Ah, mais t'as raison. Je sais pas si on. Même si je mets ça, ne me quitte. Faudrait que je regarde s'il y a. Est-ce que ce serait pas. Pardon, je dis plein de phrases en même temps sans vraiment les finir là. Parce que je pense aussi au TikTok après. Est-ce qu'on peut. Enfin, en fait, je trouve ça con de ne pas parler de la relation entre Rodin et Claudel parce que ça a tellement marqué son art. Et c'est logique, enfin, c'est un être humain. Et ces relations, et là notamment cette rupture qui a fait cette œuvre-là, et ouais, je pense que ça peut pas être intéressant de mettre, tu vois, en fond sonore à ce moment-là, ne me quitte pas. Enfin, je regarde sur TikTok si, mais en tout cas, je verrais bien cette œuvre-là. Hop, la valse, on va le mettre aussi. Linge mûr. Ah oui, et je voulais mettre comment ça s'appelle? Les causeuses en œuvre. Attends. Linge mûr. Hop, après, rupture. Avec Rodin. C'est en 1892. Avortement forcé. Putain, ça c'est chaud quand même. Forcé et clandestin. Ah non, attends, il n'y a pas marqué que c'était forcé, non? Mais j'avais pris. Hey! Merci. Ah, t'étais en live, professeur Cloto? Merci beaucoup. Hello! Restez calme, ne faites aucun geste, oui, tout se passera bien. Ceci, t'arrêtes, restez pas. Ah, je savais même pas que t'étais en live, professeur Cloto. Mais c'est trop bien la littérature. Ah là là. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour le raid. Mais 3 lives cette semaine, mais qu'est-ce qui se passe, Cloto? Tu fais des heures sup. Vous faisiez quoi? Quoi de beau? Ouais, non, mais t'as vu, c'est cette. Là, en fait, pour répondre enfin, je suis en vacances. Ah! Bah, bienvenue. Ouais, j'ai même pas fait gaffe que t'étais en live. J'ai vu que Robin, tout ce qu'on prend, était en live tout à l'heure. Et la littérature. Bien écrit, Choco, bravo. On parlait de mon parcours de prof. D'accord. Ah oui, j'imagine que c'était passionnant. Salut Amaury, comment tu vas? Skolga aussi, comment tu vas? Wolambz, comment tu vas? Sage Bleu, comment ça va? Et puis, plus Clodo, comment tu vas? Ah, bah le chat! Mais, mais, mon chat est parti! Bizarre. Bah ça va, merci, merci. Ça va, ça va. Coucou Dorian, comment tu vas? Donc, non, ça va, bah écoute, ça va, j'étais de garde cette nuit et ça n'a pas beaucoup bougé, donc ça va, j'ai pu me coucher à minuit 40, lever à 6 heures, donc ça va. C'est une bonne nuit en caserne, tu vois, c'est une nuit complète. Salut Germain, comment tu vas? Le chat fait passer un message, lui il va pas très bien. Ah, le chat! Oh, j'ai compris le chat, j'étais en mode oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a le chat, le Freya, comment elle va? Je t'inquiète là, j'ai dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais moi je fais partie des gens, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, j'écris chat avec un T.
Parce qu'à chaque fois, j'ai peur qu'on parle d'un chat. Voilà. Donc bon. Oh, il est trop mignon ton emoji là, Germain. Le petit Sangoku. Moi. Le, le chat sans flamme. Bah oui, voilà, tu vois. Par exemple, moi, je mettrais le chat sans flamme parce que sinon, bon, ça fait des quiproquos un petit peu gênants. Hein, on est d'accord. Donc en tout cas, bienvenue à vous et merci encore hein, pour le raid, c'est adorable. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de parler de Camille Claudel, donc une artiste qui a été choisie par le public lors d'un sondage Twitter, donc pour notre émission Cézanne ouvre-toi, qui est en fait une émission d'initiation, de redécouverte. L'idée étant de parler d'artistes, mais même moi, enfin, je découvre plein de trucs. Hein, voilà. L'idée, c'est vraiment de papoter et de papoter autour de, bah, là, notamment de la vie, de la production artistique de Camille Claudel, qui est une artiste que vous connaissez peut-être. Là, notamment, là, c'est une œuvre que, personnellement, je ne connaissais pas. Vous connaissez peut-être cette œuvre-là de Camille Claudel. Voilà. C'est l'une des œuvres les plus connues. Mais on a découvert des œuvres assez intéressantes comme... attends, c'est pas celle-là la plus intéressante, je trouve, c'est là. Tu vois, ce côté un petit peu blender de la sculpture, tu vois. Comment faire une, une scène 3D, mais en sculpture, en onyx d'ailleurs. Voilà. Donc, et là, on était sur la période où, en fait, Camille Claudel bah, évidemment, comme toute personne qui était émotionnellement très impliquée dans une relation amoureuse, avec notamment bah, avec Rodin, a vécu donc assez mal la rupture, notamment avec un avortement. Donc il y en a eu plusieurs appartements. Apparemment, je vais y arriver. Et je me rappelle plus si on a. C'était pas clair, est-ce que c'était forcé ou pas? Attends. Attends. Parce que tu vois, le fait d'avoir subi. Tu vois, le terme de subi, je trouve que c'est. Est-ce que c'est subi d'un point de vue indiqué subi dans le sens forcé à le faire ou subi dans le sens bah, c'est un acte médical lourd qui peut avoir des conséquences désastreuses. Ou le clavardage, moi j'aime beaucoup cette. C'est une expression. C'est quoi? C'est québécois, non? C'est le fait de chatter, en fait. Mais par écrit, le clavardage. Je trouve ça super mignon comme terme. Alors, donc l'après, voilà. Ah, en plus, regarde, est-ce que c'est pas merveilleux comme transition là? En 1893, la vieillesse était déjà représentée dans la sculpture Cloto. Moi, je trouve ça beau. Voilà. Du coup, c'est quoi cette sculpture Cloto? Attends, parce qu'il faut qu'on aille voir ça. Attends, Cloto de Claudel. Voilà, par rapport à professeur Cloto, c'est quand même la base. Regarde-moi ça. Donc voilà, Cloto. Alors voilà, ça c'est quand tu te coiffes pas le matin. Alors c'est un hommage étrange. Ouais, je crois que j'aurais pas dû la faire celle-là. C'est l'hommage qui dérape. Ouais, tu vois, on reconnaît bien. Si, les cheveux, tu vois. C'est que, voilà, le Cloto au matin le réveil avec les cheveux. Attends, faut que je me coiffe. C'est terrible. C'est terrible. Là, je suis en mode. J'ai glissé chef, tu vois. Non, ce sera pas ça, futur pépé. Je pense que. Non. Voilà. Voilà. C'est un moment très gênant. Voilà. Alors, heureuse. Voilà. Le Eleanor for Scale prend une autre ampleur, je te jure. Oh, non, mais elle est extraordinaire, cette œuvre. Non?
avec vraiment le côté... Tu vois, une sorte de vision très artistique du sketch des Guignols sur... merde, comment ça s'appelle? Bernadette Chirac. Tu sais, à l'époque où elle avait voilà, une coiffure un petit peu originale, et tout le monde se foutait de sa gueule à l'époque, notamment les Guignols, et puis ils avaient fait un sketch où elle avait les cheveux mais méga longs, et ça me fait penser à ça, tu vois, voilà. Voilà, voilà. Donc bon, sinon ça va votre week-end? Et je crois que là, je crois qu'elle en a AVC là du coup. C'est terrible, c'était un drame. Et voilà. Franchement, ça en photo de profil, ça le fait. En plus, regarde, moi j'ai la même mâchoire. Je pourrais essayer de la faire, hein. De faire le. Je pense, tu vois. Pour le TikTok, ça peut le faire. Allez, allez, je vous fais un petit follow goal rapido. Si à 1100, là, on arrive avant la fin du live à 1100, je vous fais une sorte de cosplay pour le TikTok du Cloto. C'est un deal. Voilà. Mais ça, pour ça, il faut qu'on arrive à 1100 avant la fin du live. Il va falloir voilà, faut trouver 3 personnes. Hein. 3 personnes, hein, voilà. À propos de TikTok, professeur Cloto a quelque chose à me demander. Ah. Bah allez. Allez. Vas-y, demande. Pas de souci. Pas de souci, vu que là, je viens de faire une gaffe monumentale. C'est terrible. Je sais pas si elle est encore là. Je sais pas. Alors, cette augmentation terrible de la vieillesse et du temps reflète les tourments dont Claudel est alors la proie. C'est aussi une allusion à Rose Beuret. Ah, mais ça, ils savent, ça, c'est sûr. Bref. Elle fait partie de la délégation des femmes françaises. Eh, mais elle a quand même été très présente hein, sur quand même la scène. Enfin, sur la scène officielle, hein, sur les salons officiels, elle était quand même très présente. Mais au pire, bah, dites, enfin, si, qu'est-ce qu'elle voulait. Pas pour TikTok. Alors, entre 1893 et 1905, Camille Claudel essaie de se libérer de l'influence du travail de Rodin avec la série qu'elle nomme elle-même Croquis d'après nature, inspirée de la vie quotidienne de l'art japonais avec des sujets de petite taille, des matériaux différents, les œuvres Les Causeuses. Ah, d'accord, ok, bah là je comprends mieux le délire. Ok, et La Vague. C'est quoi La Vague? Attends, j'ai pas vu cette œuvre-là. Mais effectivement, elle est. C'est impressionnant la sculpture de cette période-là. Hein. J'aime beaucoup, c'est hyper balèze. Alors, oui, quelqu'un en dira pas là, lui a suggéré de faire un TikTok sur les astuces de grammaire. Ah ouais? Et du coup, elle veut qu'on le fasse ensemble? Ah d'accord. Elle aura besoin de tes tips. Oh bah ouais, grave. Grave, grave. Si elle veut, ouais. Puis en plus, à mon avis, ces genres de trucs, ces genres de vidéos TikTok que moi je regarde avec plaisir en plus, donc ouais, carrément. Carrément, carrément. Mais en plus, là, à la fin, on fait un résumé de ce qui a été dit pendant le live et on le fait, enfin, je le fais là en live, hein, le TikTok. Hein, donc déjà, elle pourra voir à la rigueur le replay si elle est partie. Mais oui, effectivement, je réponds à toutes ces questions avec plaisir. Tu crois qu'il faudrait faire un TikTok pour comment faire un TikTok? Une sorte de inception du TikTok, tu vois, ça pourrait être marrant. Alors, non mais c'est impressionnant. Mais en tout cas, vraiment, je reviens sur ça. C'est impressionnant. Et là encore, c'est de l'onyx avec là, elle a mis du bronze. C'est incroyable ce qu'elle fait. Mais tu vois, par contre, alors, visuellement, c'est pas franchement le. D'un point de vue stylistique, c'est pas mon kiff. C'est-à-dire, les personnages, bon. En fait, les personnages tout seuls, ils m'ambianceraient pas. Tu vois. Mais par contre, c'est le.
ce que j'aime là, c'est l'originalité de penser une scène en 3 dimensions. En fait, c'est un peu, parce que c'est une sculpture, donc c'est évident, c'est de la 3D, mais tu vois, là, c'est une autre forme de 3D. Enfin, moi, forcément, tu vois, je vois ça à l'heure actuelle, je pense aux logiciels qui nous permettent de créer des maquettes en 3D, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que là, on a ça en sculpture. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, alors que d'habitude, en sculpture, t'as pas ça. Et là, je trouve elle a un niveau d'originalité qui est assez impressionnant. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup là ce qu'elle fait. Toxception. Oh, trop bien! TikTokception, mais grave. Du coup, ouais, j'aime bien cette production-là. Du coup, donc ça, effectivement, oui, d'accord, je comprends du coup mieux effectivement, le côté influence de l'art japonais, mais grave en fait. Tu retrouves facilement dans les estampes ce côté très trivial du quotidien. Hum, hum, hum. Alors, donc elle a vendu. Alors, elle fait don au musée de Châteauroux son groupe Shakuntala. La polémique dans la presse locale suscitée par l'exposition de l'œuvre permet de mieux apprécier les obstacles de tout ordre que Camille a dû surmonter pour s'affirmer dans le monde de son époque. Bah oui, en tant que femme, c'était compliqué. Elle rencontre en 1897 la comtesse Arthur de Maigret, qui l'a fait travailler, ce qui permet enfin à l'artiste d'être autonome financièrement et psychologiquement, après l'emprise et les relations professionnelles ou artistiques de Rodin. Ça, c'est intéressant aussi à mettre en avant parce que, pour dire à quel. Enfin. euh, Attends, du coup, les causeuses, on va le mettre après. Attends, hop. Causeuse et vague. Période influencée par le Japon. Ok, et après, 1897, soutien de la comtesse. Enfin, en fait, c'est une information qui est importante vraiment pour mettre en avant le fait que un artiste, sans mécène ou sans achat de ses œuvres, mais c'est galère pour lui ou elle de créer quoi. Donc, comtesse Arthur de Maigret. Arthur de Maigret. Et devient donc du coup autonome. Hop. La puissance de Claudel réside aussi beaucoup dans ses compositions mises en espace. C'est vraiment là, je trouve qu'elle se distingue de ses contemporains. Ouais, grave. Oui, voilà, c'est ce que tu dis, la manière de mettre en espace. Attends. Je vais mettre ça, cette expression, est-ce que c'est ça en fait? La mise en scène de l'espace même. Ouais, c'est la mise en scène de l'espace. Parce que franchement, c'est assez impressionnant de prendre à ce point en compte le sujet dans son environnement immédiat. Pardon. Parce qu'en général, tu prends les figures, tu les détaches, et là, elle les réintègre dans quelque chose qui d'habitude n'est vu que dans la peinture. Et c'est ça, je trouve assez hallucinant là dans les causeuses et la vague. C'est qu'il y en a qui auraient vu juste fait ah, la vague. Et là, elle fait la vague. Enfin, le sujet est tout petit et c'est limite la vague, la sculpture. Enfin, tu vois, c'est. Alors qu'en peinture, ça aurait été. Merci Kikito pour ton follow. Ah, nous sommes à deux. À deux follow, mes amis, du cosplay raté de Cloto pour le TikTok. N'oubliez pas, deux. Alors, donc, lui commande plusieurs œuvres. Donc, portrait en marbre, gna, percer la gorgone. Ah merde, elle se brouille. Cependant, les deux femmes se brouillent en 1905, sans doute à cause de l'instabilité psychologique de Camille Claudel, qui perd de ce fait sa riche commanditaire. Ah mince. Ah là là. Elle travaille seule par la suite et connaît les soucis financiers. Rodin, qu'elle appelle la fouine. Ah, les surnoms. Après la boule, Cézanne qui appelait sa femme la boule. Là, on a Claudel qui appelle Rodin la fouine. Attends, il faut le marquer ça. La fouine. C'est trop drôle ça. Peut-être qu'il chantait du rap. Oh putain, Rodin qui chante du rap. Oh, mais c'est trop une bonne blague ça. Attends, je la mets.
Attends, faut que je... Et là, tu mets un extrait de La Fouine. Putain, trop bien, on va faire ça. Peut-être qu'il rappait. Peut-être qu'il rappait pendant qu'il sculptait. C'est bon, ça. En ce sens, je la rapprocherais plus de Bourdelle que de Rodin. Ouais, mais Bourdelle, tu trouves? Hum, Je sais pas, attends. Parce que moi, de ce que je vois de Bourdelle... Pour moi, il y a... Enfin, moi, j'ai pas le souvenir que ce soit aussi important la mise en scène de l'espace, tu vois. Enfin, pour moi, t'as toujours le sujet qui est plus important que son environnement immédiat. Par contre, il y a un principe de mise en scène, ça, je... Il sculptait à la râpe. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. Ouais, il y a un peu moins. Ah, un bordel sur son lit de mort. Sympa. Mais ouais, oui, je comprends. Mais je trouve que chez Claudette, c'est. Attends, faut que j'arrête de taper là-dessus. C'est beaucoup plus abouti, je trouve. Alors, la fouine tente en vain de l'aider avec le critique Gustave Geoffroy pour lui obtenir une commande publique. Il paie le loyer de son atelier en 1904. Alors, elle rencontre le marchand d'art Eugène Blot qui devient rapidement son agent. Entre 1905 et 1908, il fait produire des tirages de bronze de plusieurs de ses sculptures comme l'Implorante, organise 3 expositions de ses œuvres et tente d'obtenir des aides de l'État pour son artiste. Ah oui, je suis sûre de l'avoir vu cette œuvre-là. Attends, où est-ce que je l'ai vue? Alors oui, il y a au Met, musée Camille Claudel, musée Rodin, mais il y a, je crois que j'ai déjà vu ailleurs. Parce que oui, c'est celle qui est là en bas. Bah, j'ai dû la voir au musée Rodin, je pense. Parce que toute seule, elle me dit vraiment quelque chose. Ce côté un peu, oh, je vais me casser la gueule. Mais il y a un sens de la mise en espace plus proche chez lui que chez la fouine. Mais c'est là qu'il dit... Attends, pas que... Ah, reste... Mais que là que Camille reste la queen de cette approche. Oui, 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 complètement. À partir de 1905, elle connaît de profonds troubles des obsessions et des idées paranoïaques. Elle est persuadée que Rodin est la cause de son insuccès. Elle a beaucoup moins d'inspiration, elle s'échine à sculpter et à polir le marbre d'œuvres qui sont plutôt des variations de ses anciennes sculptures. Elle ne reçoit plus personne dans son logement où elle vit recluse. Ah, oh là là. Elle détruit ses œuvres en 1912. Elle écrit avoir brisé tous ses modèles en plâtre et brûlé tout ce qu'elle pouvait pour se venger de ses ennemis dans son atelier. Les voisins se plaignent auprès de son frère et de sa famille. Qu'est-ce que c'était ce personnage hagard et prudent que l'on voyait sortir le matin pour recueillir les éléments de sa misérable nourriture. Alors, vivant misérablement, Camille Claudel s'enferme bientôt dans la solitude et sombre peu à peu dans la paranoïa. J'ai tout à fait le tempérament de ma sœur, quoique un peu plus mou et rêvasseur et dans la grâce. Bon, bref, on s'en fout. Donc, son père qui a été toujours un protecteur pour sa fille. Hum, Elle a vécu subjuguée et traumatisée à l'ombre de cette sœur aînée. Ah oui, non, voilà, oui, c'est par rapport à sa femme, oui, ok. Tout s'accélère lorsque son père meurt. Elle a alors 48 ans. Elle semble ne pas en être prévenue. Elle n'assistera d'ailleurs pas à l'annulation. Putain, ça c'est chaud ça. C'est son frère Paul qui décide, après la mort de leur père, et demande au docteur Michaud le certificat médical nécessaire à l'internement. Sa famille demande à la faire interner, pratique courante à cette époque. Sa mère, âgée de 73 ans, signe une demande de placement volontaire. Elle est diagnostiquée pour une psychose paranoïaque.
avec délire systématisé de persécution basé principalement sur des interprétations et des fabulations, donc démence paranoïde. L'étiologie en est discutée, malnutrition, alcoolisme, syndrome de Korsakoff. C'est quoi ça? Attends, je regarde ça vite fait. Donc c'est un trouble neuro. Alors, trouble neurologique, la cognition, d'accord. Donc c'est lié à l'alcoolisme. Malnutrition, d'accord. Ouais, ok. Donc c'est un trouble neurologique. Donc, alors, les symptômes, amnésie, désorientaux, anosognosie, amnésie, préobservation, radotage, fabulation. Ok. Bon, en fait, donc visiblement, elle était peut-être pas paranoïaque, il n'y a peut-être pas vraiment de trouble à l'origine psychiatrique, mais de ce qui est quand même sous-entendu, là, il y a quand même donc malnutrition qui peut effectivement créer ça, l'alcoolémie en fait. Hein. Mm. Envie de revoir le biopic. Je l'ai même pas vu le biopic. Il était bien? Paul ne semble pas avoir été une grande aide pour euphémiser. Ah, ouais. Ouais. Après, malheureusement, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été hyper aidé. Et il est, enfin, ouais, le réflexe de faire interner les gens est assez automatique à cette époque-là. Après, en même temps, elle était dans une détresse. Je dis pas que l'internement était la solution de base, mais en tout cas, elle avait besoin d'un soutien, ça c'est clair, parce que bah, elle était, si elle vivait, enfin, si un problème de malnutrition et d'alcoolémie, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être visiblement. C'est bon. C'est triste pour elle, quoi. Les visites, elle restera internée 30 ans. Oh putain, 30 ans, toi. Dès les mois qui suivent son internement, celui-ci est condamné par les admirateurs de Camille Claudet qui y voient un crime clérical. Alors, en plein travail, en pleine possession de son beau talent, de toutes ses facultés, des hommes sont venus chez elle, l'ont jeté brutalement dans une voiture malgré ses protestations. Ouais, donc en gros, elle a été séquestrée. Ok, ouais, en gros, le public. Sinon, mais en gros, arrêtez de déconner. Et il voulait que, en gros, on la libère, quoi. Donc Rodin aussi, il essaie de la faire sortir. Mais bon, il est quasiment à la fin de sa vie. Elle va être transférée, bon. Et puis en plus, ouais, c'est vrai que. C'est vrai que c'était pas top en plus à un niveau nourriture et tout ça, et conditions aussi d'internement. Donc bon. Ouais. Non, c'est pas marrant pour elle, hein. Que j'ai subi. T'as 30 ans, quoi. En plus, tu vois, ce qui est. Je sais même pas si elle a pu continuer un peu la sculpture, tu vois, pendant son internement, tu vois, à mon avis, non. Mais bon. Alors, elle meurt à l'asile de Montfavet à 2 heures du matin d'un ictus apoplectique. C'est quoi ça? Un ictus apoplectique. Une crise. Une attaque cérébrale accompagnée d'une perte de conscience. D'accord, donc, ok. Vraisemblablement ensuite de la malnutrition. Ouais, voilà, tu vois. En fait, c'est ça qui est complètement hallucinant, c'est de se dire que euh, quelqu'un qui commence à avoir des problèmes psychiatriques à la suite d'une malnutrition et d'un problème d'alcool, tu le fous en hôpital et il est mal nourri. Mais ça va rien arranger en fait. Enfin, c'est hallucinant quoi. Mais bon, après, ils avaient pas. Enfin, ouais, ces hôpitaux, c'était chiant quoi. Mes fous meurent littéralement de faim. 800 sur 2000 quoi. Mais tu te rends compte quand même? Alors, marqué un fléchissement net depuis les restrictions qui touchent durement les psychopathes. Votre sœur, en juillet, a dû être alitée pour œdème malléolaire
en rapport avec une carence et le déséquilibre alimentaire. Selon Max Lafon, entre 1940 et 1944, 40 000 malades mentaux meurent de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France. Oh, putain. C'est énorme. Enfin, c'est fou, quoi. Oui, mais au moins, à l'hôpital, il ne dérange personne. Ah, mais je sais, oui, malheureusement, oui, c'est le principe de mettre, surtout quand tu as une condition sociale un petit peu élevée, tu... Voilà. Ah, j'ai pas... D'accord. Ah, c'est Gianni qui joue Camille, d'accord. Bah ouais, faudra que je regarde aussi parce que j'ai vu aucun biopic de... Parce qu'il y en a deux de biopic de Claudel, non? Il n'y a pas eu deux films? Mais ouais, j'ai jamais vu, ouais. Euh, Réception après l'internement puis le décès. Malgré son internement, les œuvres de Camille Claudel sont toujours appréciées. Collectionneurs les montrent lors d'expositions collectives de salon. Alors, notamment à l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Donc, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'était quand même une femme qui était. Enfin, une artiste qui était relativement bien exposée. Le musée Rodin en 51 fait une exposition consacrée à Camille Claudel. Les expositions succèdent d'abord au Japon. Ok. Ben, en vrai, enfin, ça, du coup, c'est assez chouette qu'on ait autant de. Parce que tu vois, dans mon souvenir, il y avait vraiment un côté complètement éclipsé de, de Camille Claudel à cause de Rodin. Après, attention, c'est peut-être la manière dont tu as écrit l'article, mais le sentiment que j'en ai, c'est que bah, finalement, euh, sa vie personnelle l'a évidemment profondément marqué, ce qui est logique. Mais j'arrive pas non plus à sentir le côté, il a fait exprès de la mettre de côté, tu vois. Pour ça, bon, j'en parlerai pas comme ça pour le TikTok parce que je veux pas non plus donner une mauvaise interprétation de ce que je comprends et parce que je préfère rester le plus factuel possible. Il y a plein de contrefaçons. Cinéma. Camille Claudel avec Juliette Binoche. Oui, voilà, moi je me rappelais de. Enfin, je. Il y a ça. Et effectivement, et c'est ce que tu dis, il y a le film de 88, le processus de redécouverte de réhabilitation de l'artiste entreprise depuis les années 80. Oui, mais attends, avant, ça peut. Enfin. Attends, je comprends pas du coup, parce que la postérité, c'est quoi? C'est-à-dire que quand est-ce que ça a été. Enfin, c'est quand même. Elle est quand même tout le temps relativement exposée, tu vois, c'est ça, je comprends pas. Dans les années 50, Expo Musée Rodin, il y a des soirées à Radio Française. Années 60-70, donc elle est exposée. Ah, voilà, par contre, c'est ça peut-être le truc, c'est que c'est à chaque fois des expos collectives. C'est pas d'expos enfin, vraiment consacrées à son art seulement. Et c'est au contexte de redécouvrir des artistes femmes, ouais, ok. Non, je comprends mieux le truc, mais en fait, elle a pas non plus été complètement dans l'ombre, c'est juste qu'effectivement, elle a été dans l'ombre de Rodin avant les années 80, quoi. Je vois le truc. Ok. Et elle a quoi comme musée, du coup? Attends. Euh, Mon frère. Ouais, c'est pas sa meilleure. L'âge mûr, oui. Ah, bah voilà. Donc je l'ai vue au musée d'Orsay, cette œuvre-là. Pour ça, je me disais, ah non, elle me disait trop quelque chose, cette. D'accord. Les jeunes filles à la gerbe. La valse, la petite châtelaine. Oui, le mignon de celle-là. Trop mignon, kawaii. La postérité lui a été rendue avec un siècle de retard. Pendant longtemps, elle était présentée que comme membre de l'atelier. Oui, d'accord, dans ce sens-là, d'accord. Bah, moi, c'était plus vraiment le côté maîtresse de Rodin et la folle. Ouais, c'était plus ça qui était mis en avant. Enfin,
Enfin voilà, c'est surtout ça qui a été mis en avant, mais bah, elle a quand même eu une reconnaissance en son temps. Ça, c'est une chose assez intéressante en soi. Alors attends, du coup, niveau musée, qu'est-ce qu'on a, les musées Camille Claudel? Nogent-sur-Seine. Alors, la belle endormie. Narcisse en cire. Oh, c'est un joli, c'est un joli mot. Alors, qu'est-ce qu'il propose ce musée? Musée. Histoire du musée. D'accord, c'est les dons de bah, Alfred Boucher, qui était le premier prof de Camille Claudel. Et en fait, il a fait un don. C'est ça, en fait, c'est pas le. Je crois que c'est ça le bail, non? Boucher a donné des œuvres en ce monde. Ok. D'accord, d'accord. Construction du musée. Ok, donc ça vient en fait je pense, l'un des dons d'Alfred Boucher. Mais aussi surtout. Ouais. Le jour où je trouve une fortune sous le sabot d'un cheval, j'offre une repro à l'école de mes enfants qui est nommée d'après elle. Camille Claudel. Elle est superbe cette photo. Franchement. Mais alors par contre, du coup, il y a marqué que c'était une peintre, mais qu'est-ce que. Enfin, on a quoi d'elle en tableau? Parce que moi, je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a fait en tableau en tant que peintre. On n'a pas une liste d'œuvres, exposition récente, correspondance, contrefaçon, littérature, lieu et bâtiment. Reviens là. Lieu et bâtiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Rencontre, ouais. Enfin, parce que j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce que peinture Camille Claudet, parce que moi, je vois ça, je veux voir ce qu'elle a fait. Parce que, attends, les œuvres incontournables, oui. Donc ça, c'est la sculpture. Mais ça sert à quoi de dire que c'est une peintre si on n'a aucune peinture? Genre ça, est-ce que c'est d'elle, ça? Non. Non, ça c'est d'après le portrait, voilà. Non, ça c'est... Mais attends, recherche associée. Ça c'est pas elle qui a fait ça. Mais non, mais... Mais non, c'est 2011, c'est une... Je pense que c'est pas... Enfin, non. Mais... de toute façon, à l'époque, une femme ne peut être définie que par son lien avec un homme, fille 2, élève 2, maîtresse 2, femme 2. Encore aujourd'hui, hein. Et si on la définit toute seule, il faut mettre un adjectif peu la voisin comme folle. Folle ou bitch. Enfin, voilà, non. Ou sorcière. Mais par contre, non, bah, je vais pas dire que c'est une peintre. J'ai rien là qui dit que. Ça, c'est d'elle, ça? Alors attends, musée d'Orsay, machin. Elle a fait des dessins à la rigueur. Mais bon, elle est pas peintre. Faudra peut-être corriger ça, hein, d'ailleurs, sur l'article Wikipédia, parce que. Nya. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent
Est-ce qu'ils... Oh là. Ils auraient pu écrire encore plus petit, je crois. Ah, et puis vous voyez pas très bien. Attends, je regarde vite fait. Non. Non, on va retirer. Elle est pas... On va pas mettre peinte parce que j'ai aucune... It's not possible. Non, on va laisser sculpteur parce que... C'est non. Alors, du coup, on va pas mettre... non, peintre, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, je pense que la personne qui a fait le Wikipédia a vu Camille Claudel. Mais sauf que c'est un homonyme enfin, des années 2000. C'est pas... Non, c'est pas bon. La bande à Schneeg. C'est quoi ça, la bande à Schneeg? Et entre le rap et le nom, parce que la bande à Schneeg est un groupe de sculpteurs regroupés de façon informelle autour de Lucien Schneeg. C'est énorme. Au début du XXe, un petit nombre de sculpteurs s'assemblent autour d'Auguste Rodin sous son parrainage. Donc il y a les frères Gaston, les frères Schneeg, Despio, Jean Allou. D'accord. C'est énorme, la bande à Schneeg. Non? Je trouve ça trop drôle. C'est génial. On veut border la bande à Schneeg. Attends, est-ce qu'il y a Camille Claudel dans la bande à Schneeg? Ah, non, par contre, t'as François Pompon. Non, non, il n'y a pas Camille Claudel. Ah, ça pourrait être marrant. Et on mettra le... en suggestion pour le prochain Cézanne ouvre-toi la bande à Schneeg. Parce que c'est incroyable. Pays à Schneeg. Oh, c'est beau ça. Mais il y a trop de potentiel avec ça. Le pays à Schneeg. Oh là là, c'est énorme. Ah la vache. Non, mais il faudra voter pour la bande à Schneeg. Hein. Franchement, ça va être trop drôle. Non, ça s'appelle Schneeg. Je le mettrai, voilà. Enfin, je vous laisserai voter. Hein. Je compterai sur vous. Mais bon, ok. Bon, on va commencer. Ah, ok. Attends, là, on va commencer à préparer le TikTok. Faut juste que j'aille faire un petit pipi. Voilà, donc j'arrive. Ne bougez pas. Et le temps, voilà, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez retenu de Camille Claudel? Je vous interroge après.
Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris sur